Bienvenue dans le podcast Parents inspirants, parce que chaque parentalité est unique, parce que chaque épreuve, chaque surprise nous construit et nous fait grandir. À chaque épisode, découvrez des histoires de parents, leurs aventures, leurs galères, leurs rêves, les événements qui ont un jour changé le cours de leur vie. Ce podcast vous est proposé par berceaumagique.com, le site préféré des futurs et jeunes parents. Et maintenant, place à l'épisode. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Cette phrase si célèbre, nous l'avons entendue tant de fois. Cette suite d'événements était un rêve pour Angélique et pour son mari. Mais nous le savons bien, parfois la vie en décide autrement. Le parcours peut s'avérer plus difficile. Angélique a découvert qu'elle était atteinte du syndrome des ovaires polykystiques et tout s'est effondré. Jusqu'au jour où, je ne vous en dis pas plus, et je vous propose de l'écouter. Alors, je m'appelle Angélique, j'ai 33 ans. Je suis photographe lifestyle dans la région PACA et je suis maman de 2 enfants. Cette envie d'avoir une famille, ça a débuté très tôt quand j'étais enfant. Et déjà, quand j'étais enfant, je craignais d'être stérile. Alors, pour quelle raison je ne sais pas, c'était ancré en moi. Donc ça a commencé à ce moment-là. Après, j'ai rencontré mon mari et on s'est de suite, ça a été le coup de foudre, et on s'est de suite dit, c'est sûr qu'on créera une famille. Alors comment je lui avais fait part de ces craintes-là, justement, parce qu'elles étaient toujours là, présentes. Et il m'avait dit, c'est pas grave, on verra, et puis s'il faut qu'on adopte, on adoptera. Donc dans tous les cas, lui, il avait ce discours positif, on créera une famille. Alors j'ai eu ces craintes-là quand j'étais enfant, plus vers... non, je dirais avant l'adolescence, mais un petit peu juste avant l'adolescence, je dirais. Et pour quelle raison, j'en ai vraiment aucune idée, parce qu'autour de moi, dans ma famille, je n'ai personne qui a ce souci-là, ou qui a eu des problèmes en tout cas pour enfanter. Je pense que c'était surtout mon désir profond de vouloir des enfants, et d'avoir et j'avais cette crainte de pas l'avoir en fin de compte dans ma vie. Du coup, avec mon mari, on s'est dit on voulait faire les choses dans l'ordre, donc on s'est mariés. On s'est mariés et mais 2 ans avant, donc en 2013, j'ai arrêté la pilule pour des questions de santé à la base, parce que j'avais vraiment beaucoup de soucis. Et ça a eu des conséquences, en tout cas, sur mes cycles, qui étaient très irréguliers, voire presque inexistants, en fin de compte. Donc on s'est mariés en 2015, 2 ans après. Et là, on s'est dit, oui, on va essayer de lancer la machine. Et mes cycles étaient toujours irréguliers. Donc on s'est orienté vers ma gynécologue. Et là, elle me dit, mais écoutez, madame, vous allez avoir des difficultés à avoir des enfants naturellement. Et là, je me suis dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que j'ai des ovaires atrophiés, et quelles sont les conséquences derrière, justement, pour avoir des enfants? Là, tout s'est effondré, mon monde s'est effondré, mon couple, pour moi, dans ma tête, s'est effondré. Et ça a vraiment... ça a coupé quelque chose en moi, en fait. C'est comme si je m'étais arrêtée de respirer et que c'était fini. Pour moi, la vie de famille, c'était l'aboutissement d'une vie, en fait. Et c'est l'aboutissement d'une vie pour moi. Et c'est vrai que là, pour moi, tout mon monde est tombé. Du coup, pendant 1 an, ma vie de couple plutôt, s'est cassée parce que j'ai tout fait pour... l'auto-sabotage, hein. J'ai tout fait pour que mon mari me quitte parce que pour lui, je savais que c'était vital, en fait, d'avoir une vie de famille, d'avoir des enfants, notamment. Et là, je me suis retrouvée confrontée à cette notion de « je ne peux pas te donner ça ». Du coup, pour moi, c'était évident que j'étais pas la bonne personne pour lui. Même si on s'était dit en tout début de notre relation, on adoptera si nécessaire, en fait. Mais tout est encore une fois le terme effondré. Donc c'était pas possible, en fait. J'étais plus ouverte, plus enclin, et du coup, j'ai un peu brisé mon couple à ce moment-là. Et grâce à lui qui est une personne très optimiste,
Alors, on a eu une année de difficultés, mais une année où, en fin de compte, on s'est retrouvés à la fin. Et il m'a dit, c'est ces mots qui m'ont soulagée. Il m'a dit, c'est pas grave, euh, on n'aura pas d'enfant ou on lancera une PMA. Et si ça marche pas, on adoptera. Et puis, si ça marche pas non plus, on n'aura pas d'enfant. Et puis, on vivra notre vie comme on doit la vivre, quoi. En été 2016, avec lui, on a décidé de laisser ce projet bébé du coup de côté parce que il m'a réconfortée, il m'a dit ce que j'avais besoin d'entendre en fait et surtout il a été présent pour moi. Donc ça a été une révélation pour notre couple en fin de compte cette histoire, même si on est passé par une étape assez difficile, enfin plutôt intense et difficile. Mais le plus dur dans cette annonce a été qu'on n'a eu aucune explication. En tout cas, moi, je n'ai eu aucune explication sur ce que j'avais, sur pourquoi j'étais comme ça, pourquoi j'avais ça, et aucun soutien psychologique en fin de compte, parce que derrière, moi, personnellement, j'ai pris la décision de me faire suivre par une psychologue, mais on nous dit pas... on nous dit pas ça va être difficile, on nous prévient pas de ce qu'est une PMA réellement ou de ce qu'est la maladie qu'on peut avoir, sachant que là en plus on m'avait rien dit du tout. Donc pour moi c'était évident que je me fasse suivre par une psychologue parce que j'avais besoin de décharger beaucoup de choses en fait, et notamment cette peur, cette crainte de ne pas avoir d'enfant pour passer à autre chose avec mon mari. Donc ce qui a sauvé mon couple et ma vie en fin de compte, c'est lui. C'est lui et son optimisme. Donc, je peux que l'en remercier et d'en être là aujourd'hui avec mes deux petits bouts. Mais du coup, la bonne nouvelle, c'est que le fait d'avoir lâché prise, le fait d'être passé sur autre chose, d'avoir été accompagnée aussi dans un soutien psychologique, en été 2016, donc quelques mois après, même pas quelques mois, quelques semaines après, je tombe enceinte. Je tombe enceinte de ma première, qui a 6 ans aujourd'hui. Et pendant cette grossesse, j'apprends plein de choses sur ma maladie. J'apprends déjà que je suis malade, tout bêtement, parce que, par exemple, avec le test d'hyperinsulinémie que je fais, ma gynécologue m'annonce que je suis hyperinsulinémique. Voilà, et avec le test de glucose, j'apprends que je suis hyperinsulinémique. Et les conséquences de ce symptôme, parce que c'est le symptôme du syndrome polykystique ovarien, en fin de compte, un des symptômes du moins, c'est des risques de diabète sur l'avenir. Donc si je n'avais pas été enceinte, en fin de compte, et je n'avais pas fait ce fameux test, je n'aurais peut-être jamais su que j'étais hyperinsulinémique, ou du moins j'aurais vécu avec jusqu'à faire du diabète peut-être plus tôt que ce qui peut être prévu maintenant par rapport à mon changement d'hygiène de vie grâce à la découverte de tout ça. Donc quand elle me dit ça, je comprends pas tout de suite en fait ce que j'ai. Je comprends pas pourquoi je fais ça. Donc je décide de me renseigner, de prendre des informations sur internet parce que elle m'en explique pas plus en fait. Elle me dit je suis hyperinsulinémique, les conséquences, donc faut changer son hygiène de vie, son alimentation notamment. Donc du coup je fais des recherches, je cherche toutes les informations sur le sein, je réfléchis en fait. Ma façon de penser a été que alors j'ai ça comme symptôme. Donc je suis hyperinsulinémique et j'ai des cycles pas du tout réguliers. Donc j'ai tapé ça tout simplement en fait sur internet. Et une des maladies qui ressort, donc c'est le syndrome polykystique ovarien justement. Et j'avais aussi tapé, il me semble, ovaire atrophié ou quelque chose comme ça. Là, je me dis mais ok, alors pourquoi elle me l'a pas dit en fait, tout simplement. Donc le rendez-vous suivant, je vais la voir et je lui parle de ce fameux SOPK et elle me dit oui, effectivement, c'est ça. Elle me dit il y a de grosses suspicions pour que vous ayez ce syndrome-là. Et je lui pose la question, mais pourquoi vous m'avez pas dit en fait que j'avais potentiellement ça? Parce que ça m'aurait permis peut-être de vivre différemment les choses, de pouvoir aussi me renseigner sur le sujet et de le vivre vraiment, de l'accepter quoi, plus facilement. Et elle m'a dit, je veux pas faire peur aux femmes en énonçant ce genre de maladie parce que c'est pas, ce genre de syndrome, parce qu'à l'époque c'était pas considéré comme une maladie. Encore aujourd'hui c'est un peu bancal, mais je voulais pas vous faire peur en vous annonçant ça. Mais au final ça a été tout le contraire. J'ai eu plus peur de ne pas savoir
que de savoir. Parce qu'aujourd'hui, le fait de comprendre et de savoir, j'accepte en fait. J'accepte ça et je vis avec. Donc la grossesse se passe et en avril 2017, donc notre premier petit miracle naît. Donc là, c'était une fille en pleine santé et qui mange bien. Et donc c'était une grosse victoire pour nous. On s'est dit, waouh, on a un enfant quoi. On revient de loin et pourtant ça fait pas très longtemps, en fin de compte depuis l'annonce. Mais c'était une belle victoire et un petit miracle. Je le redis encore, mais je l'annonce encore comme ça aujourd'hui quand je parle de ma fille, donc pour moi c'était important. Après ça, j'ai changé complètement. Enfin, pendant ma grossesse déjà de base, j'avais un peu changé d'hygiène de vie, même si on sait que pendant une grossesse c'est difficile de manger équilibré. Mais après la grossesse, j'ai vraiment mis les bouchées doubles et j'ai changé d'hygiène de vie, donc notamment sur mon alimentation. Je suis devenue végétarienne. Je ne mange plus ou je limite du moins tout ce qui est sucre rapide. Le gluten, tout ça, parce que les conséquences derrière sur un de mes symptômes, c'est le diabète. Donc si je peux prolonger ma vie sans diabète jusqu'à plus tard, ça m'arrange. Je pense que beaucoup de personnes seraient d'accord. Mais du coup, il y a ça, le sport, évidemment. Et je pense que c'est à peu près tout aujourd'hui sur lesquels vraiment j'ai beaucoup changé après cette annonce-là. Parce qu'en fin de compte, le SOPK, c'est une maladie hormonale qui, comme son nom l'indique, en fait, elle détraque vraiment tout le système hormonal à différents degrés. Donc, on peut être plus ou moins atteinte. Et moi, aujourd'hui, je sais que j'ai un degré qui est léger, malgré tout, parce que j'arrive à avoir des enfants, donc naturellement, en plus. Donc, pour moi, le degré, je le considère comme léger, mais d'autres femmes sont atteintes beaucoup plus intensément, et c'est plus difficile. Grâce à mes recherches, je suis tombée sur des groupes, sur des groupes Facebook, sur des comptes Instagram aussi, même sur Internet, sur des associations qui m'ont permis de bien comprendre comment ça fonctionnait. Parce que moi, j'avais besoin de comprendre comment ça fonctionnait pour pouvoir, derrière, agir en conséquence sur ma vie. Et il y a notamment un groupe Facebook qui s'appelle SOPK, Symptômes Diagnostic Grossesse PMA, qui a été d'un énorme soutien pour moi pendant toute cette phase de découverte et où j'ai appris vraiment comment ça fonctionnait, pourquoi je n'arrivais pas à avoir de follicules qui sortaient pour pouvoir justement avoir un bébé, pourquoi j'avais des cycles irréguliers, etc. Et c'est un groupe de femmes qui se soutient dans cette maladie, qui ont toutes un SOPK, et qui partagent en fait leur expérience, leurs retours de médecins qui sont plus ou moins importants. Et notamment, c'est là que j'ai vu, des personnes m'ont parlé d'endocrinologues. Et les endocrinologues, vraiment, ils sont normalement spécialisés aussi dans ce genre de maladie. Donc, une de mes démarches qui a été cette année-là, à l'année de naissance de ma fille, ça a été d'essayer de trouver un endocrinologue. Seulement, sur le bassin toulonnais, il n'y en a pas. Enfin, en tout cas, à cette époque-là, il n'y en avait pas. Et pendant 1 an, j'en ai cherché un peu aux alentours et ça a été très compliqué. Pour avoir un rendez-vous, il fallait attendre des mois comme un spécialiste de base, que ce soit ophtalmo ou quoi, donc des mois d'attente, mais moi j'avais besoin maintenant, en fin de compte. Donc en fait, j'ai laissé tomber parce que le plus proche était Marseille ou Lyon et il y avait des mois d'attente. Et j'étais pas prête à attendre. Donc j'ai poussé mes recherches avec d'autres groupes, d'autres comptes, des associations et j'ai eu toutes les informations que j'avais besoin. Donc du coup, je me suis dit, tant pis. En tout cas, aujourd'hui, j'en ai pas besoin. J'attendrai qu'il y en ait un dans mon bassin de vie. Et là, en 2019, on souhaite un 2e enfant. Donc, ça a été 4 années difficiles. Parce que, en fin de compte, il nous a fallu 4 années avant d'avoir la possibilité d'avoir un 2e petit bout. Et ça a été 4 années difficiles et pleines de déceptions. On a vécu des impressions de grossesse qui se sont révélées absentes, des essais avec suivi de température, prise de vitamines, suivi gynécologique sans succès. Donc ça nous a vraiment beaucoup pesé, on était désespérés.
Mais on se soutenait parce qu'on savait qu'on avait déjà une première petite fille et que c'était déjà un petit miracle. Donc on se satisfaisait de ça, même si notre envie était vraiment présente. Je me souviens même qu'un jour, je vais chez le docteur parce que j'avais cette sensation vraiment d'être enceinte. Alors que je pense que c'était juste une poussée hormonale en fin de compte. Et là, elle me fait une échographie et elle me dit, ben non, il n'y a rien en fait. Mais sans pincette, alors que j'arrivais en lui disant que voilà, bah, ça fait quelques temps qu'on essaye. Et elle me dit, bah non, bah il n'y a rien, vous avez... Enfin, c'est pas ces termes exacts, mais en gros, vous avez un peu halluciné, quoi. Donc je me dis, sympa. Et le lendemain, on a ma belle-sœur et mon beau-frère qui nous annoncent, qui nous font une belle annonce, en fait, qu'ils attendent un bébé. Et là, je me souviens que j'ai pas réussi, en fait, à être heureuse pour eux. Je me suis tournée vers mon homme parce que j'avais les larmes aux yeux. En fin de compte, il m'a pris la main, il m'a soutenu le regard et il a compris. Et ça a été très difficile parce que j'avais très envie d'être heureuse pour eux. Et en même temps, j'étais malheureuse, en fait. Donc, du coup, ça a été vraiment un moment difficile et je m'en suis excusée auprès d'eux quelques heures plus tard parce que voilà, ça s'est vu à ma tête, à mon avis, que ça n'allait pas. Et c'est vrai que j'ai été vraiment soulagée d'entendre ma belle-sœur me dire mais ne t'excuse pas en fait, ça se comprend. Et ça m'a fait du bien d'être soutenue comme ça par la famille. Donc cette petite histoire, elle me fait rire aujourd'hui parce que je me dis mais c'est vrai que ces instants sont intenses, mais malgré tout on est quand même soutenu quand on est aimé. Et sans ça, on n'y arriverait pas en fait. Le soutien, que ce soit psychologique ou familial, en fin de compte, il est hyper important. Et si on n'a pas ça, c'est sûr qu'on a du mal à avancer dans tout ce qui est maladie, affrontement de maladies, qu'elles soient plus ou moins intenses ou pas. En 2021, on déclenche une PMA. On décide de s'orienter vers ça. On s'est dit, on n'y arrive pas, on l'accepte. Et on s'est dit, dernière tentative, PMA. Là, les médecins nous font passer différents tests, donc que ce soit à lui ou à moi. Moi, des tests qui ont été affreusement douloureux, où je me suis dit, plus jamais. Plus jamais, c'est pas possible. Sachant qu'en plus, on n'arrivait pas à avoir de rendez-vous proche de chez nous. On a dû aller jusqu'à Marseille pour ça aussi, encore une fois. Je trouvais ça pesant parce que je pouvais pas non plus y aller en fin de compte toute seule parce que en fonction des conséquences de l'examen, j'avais peur de rentrer toute seule avec 1 heure de route. Donc obligée de poser des jours de congé, obligée de se retrouver dans un environnement où on est tous les deux ensemble. On se dit on pourra passer du temps ensemble, mais en fin de compte, on a cette pression des examens continuels. Et ça a été très très pesant pour moi. D'ailleurs, j'ai mis beaucoup de temps à aller passer ces examens parce que j'avais peur en fait du résultat, je pense. Et à l'issue de ces examens, la gynécologue en fait, elle nous annonce que ce sera une FIV. Alors là, pareil, grosse déception. On s'est dit mais pourquoi? Parce qu'on s'attendait plus à pouvoir commencer par des stimulations en fait, par piqûre, par médicament. Et en fin de compte, là, elle nous annonce non, direct FIV. Donc opération, éventuellement congélation d'ovocytes si surstimulation. Et pour moi, c'était pas possible en fait. Et d'ailleurs, pour mon mari, ça n'était pas non plus possible. Il se voyait pas congeler mes ovocytes pour pouvoir avoir un bébé et il ne voyait pas non plus moi sur une table d'opération pour avoir un bébé. Et pour lui, c'était pas possible non plus. Enfin, c'était pas comme ça qu'on faisait un bébé en fait, ce qui se comprend. Ça fait peur aussi. Donc on s'est dit stop. Donc en janvier 2022, on s'est dit stop, on arrête tout. Moi j'ai arrêté tous les médicaments aussi parce que j'étais malade. Ça n'arrangeait pas les choses. Et là j'ai vécu 6 mois sans règles, sans cycle. Et pendant ces 6 mois, on s'est beaucoup remis en question, on a beaucoup discuté. Et puis on s'est dit, de toute façon, voilà, en plus j'ai pas de cycle, donc c'est un message. Donc on s'arrête là et on part sur d'autres projets, tant pis. Moi, je m'oriente sur mon entreprise, je me focalise à fond sur ça et sur ma famille.
Et à côté, on se lance dans des projets de van aménagés et on se dit, allez, on en achète un, on l'aménage et pour nous 3 et on part. Donc en juillet de 2022, j'ai mon premier cycle, du coup, depuis plus de 6 mois. Et août 2022, donc le 5 août 2022, je tombe enceinte. Donc là, c'est une fois de plus du lâcher-prise. Une fois de plus, on se retrouve à se dire, mais bébé miracle. Surtout, enfin, encore plus que pour ma fille, parce qu'on se dit, ça fait 4 ans. 4 ans où on essaye, 4 ans où on n'y arrive pas. 4 ans où je suis surstimulée, ça marche pas. 4 ans où on prend la température et au niveau pression cérébrale, il n'y a pas pire. Et là, on a tout lâché, on est parti sur d'autres choses et je tombe enceinte. Donc là, c'est encore plus un petit miracle. Bon, du coup, nos projets, on les a mis en stand-by. On s'est dit, mince, là pour le moment, ça va pas être possible de toute façon et il faut vivre cette grossesse. Mais la révélation, du coup, a été un peu... l'annonce de cette grossesse a été un peu difficile aussi. Et d'ailleurs, je suis allée chez la gynécologue sans avertir mon mari parce que je savais que j'étais enceinte et je voulais lui en faire la surprise. Mais là, la gynécologue m'annonce que alors oui, je suis enceinte, mais soit c'est un peu trop tôt, soit c'est un œuf clair, parce qu'on voit la poche, mais on ne voit rien dedans. Et là, j'ai pleuré. Avec la gynécologue, j'ai pleuré de toute mon âme. En fait, je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, pourquoi on a du mal pendant 4 années, et encore c'est 4 années, hein, d'autres femmes c'est encore plus longtemps, mais on a du mal pendant 4 années, du coup on lâche prise et je suis enceinte, mais c'est potentiellement un œuf clair. Et là je me suis dit, mais comment je vais lui annoncer ça ? Enfin, c'est, je pense, la pire chose qu'on peut... pour moi pour nous, les enfants, c'est notre avenir, c'est notre famille, c'est notre besoin, en fin de compte, de créer ce cocon-là. Pour comment je vais lui annoncer ça. Et du coup, j'ai un livre à la maison qui s'appelle le Dictionnaire des mots et des maladies, quelque chose comme ça, qui répertorie en fait un petit peu toutes les maladies, tous les petits symptômes qu'on peut avoir sur quelque chose. Et donc j'ai cherché grossesse. J'ai cherché grossesse difficile, œuf clair notamment. Je suis tombée à un moment donné sur œuf clair et j'ai lu ce qu'il y avait dedans et ça a été une révélation pour moi. Ça a été les mots, c'était en gros que je me retrouvais entre l'envie d'avoir un bébé et l'envie de ne pas en avoir, par rapport au projet qu'on avait, par rapport aussi à ces 4 années passées, et que du coup c'était le moment de laisser aller, en fait. J'avais un peu, comme on dit, l'anecdote, je sais pas si on peut le dire là, mais le cul entre 2 chaises. Et du coup, je me suis dit, mais je pense que je vais laisser cette page ouverte. Et parce que je sais pas comment lui dire, donc je préfère qu'il le lise, en fait. Et il rentre, il passe la soirée à passer devant, et je me suis dit, mais il va finir par poser les yeux sur ce livre ou pas ? Et à un moment donné, je me suis dit, il le fait pas. J'ai pris son téléphone et je l'ai posé sur la page. Et là, il s'est arrêté et il a regardé et il a bloqué, vraiment. Et moi, j'étais un peu plus loin, je le voyais, et j'étais en pleurs. Je me suis dit, ça y est. Et là, il était arrivé, les larmes aux yeux, et il m'a dit, comment ça ? Et là, j'ai commencé à lui expliquer, et on a pleuré tous les deux, et on s'est dit, ça va être 10 jours difficiles, parce qu'il nous fallait attendre à peu près 10 jours où il fallait que je fasse des prises de sang pour voir si mon bêta-HCG augmentait, doublait bien tous les 2 jours. Et au bout de 10 jours, refaire une échographie pour voir s'il y avait bien un petit bébé dedans. Donc ça a été les 10 jours les plus longs de notre vie. Et là, donc, arrive le rendez-vous avec la gynécologue. Et donc la gynécologue nous dit, parce qu'on y est allés tous les deux du coup, elle nous dit, elle passe plutôt l'échographie, l'échographe, je sais pas comment on appelle ça, la petite sonde sur mon ventre et elle me dit, elle me dit rien en fait. On voit à l'image, à l'écran, un petit haricot à l'intérieur, un petit grain de riz plutôt même, un petit grain de riz à l'intérieur. Et là j'ai pleuré. Je me suis dit, oh mais oui.
Mais oui, c'est génial. Et sur ces 10 jours qui sont passés, euh, plus, plutôt, je vous disais que mon mari était quelqu'un d'optimiste, de bienveillant, de très zen et toujours dans tout va bien aller, c'est pas grave. Et ben là, ça a été 10 jours où ça a été l'inverse. 10 jours où moi j'étais très optimiste et lui pas du tout. Enfin, pas du tout. Pas qu'il ne l'était pas, mais il était. C'était très très difficile pour lui. Il était pas. Enfin, il était pas là à me dire ça va aller. Enfin, il me disait pas non plus il est pas là, mais il était pas. Il avait pas cet optimisme pardon qu'il a tout le temps en fait. Donc du coup, ça a été dur pour moi parce que je me suis dit, oh là, mais si lui il est comme ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, pour moi, je lisais à ce moment-là le livre Le Secret, où on parle de loi de l'attraction. Et je me suis dit, la loi de l'attraction, la loi de l'attraction. Et j'arrêtais pas de me répéter ça tous les jours. Et du coup, j'étais très optimiste et je me disais, mais non, ça va aller, regarde, mon bêta, il double. Bon, pas totalement, mais il double quand même. Et lui, il était là avec ses Excel à nous faire des calculs pour savoir si ça allait être positif ou pas. Mais à la fin, il disait, mais oui, bon, ça va aller. Ça a l'air d'être... Enfin, tes résultats sont quand même plutôt positifs. Mais malgré tout, il avait cette crainte, je pense. Et même après coup, il m'a dit... j'avais du mal à le vivre en fait. J'avais du mal à rentrer dans cette grossesse parce que j'avais l'impression qu'il n'y en avait pas en fin de compte. Donc ça a été un moment assez particulier où, où les rôles ont été inversés. Et du coup, c'est le jour de cette annonce, enfin de cette vue sur l'écran, on est tombés en larmes tous les deux quoi. Et là, c'était magique, c'était magique. Donc en mai 2023, mon deuxième petit miracle est né. Il voit le jour, un petit garçon, pareil, en pleine santé. Donc pareil, une grosse victoire pour nous, une deuxième grande victoire pour nous, parce que avec les soucis de santé que je peux avoir et qui peuvent être parfois contraignants au quotidien, mais aussi ces cycles irréguliers et qui nous apportent des difficultés à se dire ça va marcher là cette fois-ci, non. Là, on a 2 enfants et on est complètement satisfait. Et mon mari me dit même, allez, on enclenche le 3e. On verra. Déjà, passons les nuits. Mais mon ressenti dans tout ça, c'est que on n'est pas assez informés en fait sur ce sujet, sur cette maladie en l'occurrence, mais comme d'autres maladies hormonales, et pas assez soutenus. Pourtant, elle peut déclencher tellement de dérèglements dans une vie, que ce soit de santé ou aussi d'équilibre en fait dans une vie de couple, que ça peut avoir des conséquences en fait désastreuses et c'est important du coup de chercher l'information, de trouver cette information quand on a un mot en fait, même un symptôme, de chercher l'information, même si Internet a tout et son contraire aussi, qui peut faire peur, comme ne peut rien révéler. Faut aussi faire attention, mais c'est pour ça que les groupes sont quand même assez intéressants parce que ce sont des personnes qui sont informées et qui connaissent le sujet, en fin de compte, par les différents médecins. Et c'est grâce à ces groupes-là que moi, j'ai pu sortir de cet état désastreux au fond du trou pour me retrouver là avec 2 enfants et une famille au complet. En plus, on a le choix du roi, donc c'était parfait. Le SOPK, il a plusieurs symptômes autres que l'absence de fertilité, le diabète, mais il y a aussi tout ce qui est hyperpilosité, excès d'acné, enfin tout ce qui est lié à l'hormone en fait, aux hormones féminines. Et une femme sur 10 en fait est concernée. Donc j'ai cherché un peu d'informations là-dessus et ça fait quand même beaucoup de femmes. Donc aujourd'hui, c'est une femme sur 10, mais ça se trouve, il y en a plus parce qu'il y a certains SOPK qui sont tellement minimes qu'on ne s'en rend pas forcément compte quand on les vit. Je me souviens que plus jeune, jusqu'à la découverte en tout cas de l'hyperinsulinémie, je me souviens que je faisais beaucoup d'hypoglycémie en fait. Je mangeais le matin pourtant et derrière je faisais de l'hypoglycémie. Et en fait je me suis rendu compte que c'est parce que je mangeais trop sucré et trop de pain par exemple, tout simplement. Donc
Tout ça, si on le sait pas, enfin pour moi c'était que je mangeais pas assez ou que ça faisait trop longtemps que j'avais mangé. Et en fin de compte, non, pas du tout. C'était vraiment un symptôme. Et par ces petites choses, on se rend pas forcément compte que ça peut être justement lié à une maladie. Alors ça peut ne pas être lié, attention, mais c'est aussi un indice sur ce type de maladie. Donc c'est important de faire aussi attention à soi en fait, de réussir à s'écouter et de voir un petit peu ce qui peut être différent de ce qui est normal, je dirais, entre guillemets. Mais ne pas être informé peut briser une vie. Et ça fait comme ça a failli nous briser, notre couple. Je trouve que le manque d'information n'est pas normal, en fait. Il devrait être beaucoup plus présent et on ne devrait pas cacher, en fin de compte, à des femmes qu'elles ont un SOPK ou autre, en fin de compte. Parce que nous, ça nous permet de comprendre et de savoir où on doit aller et qu'est-ce qu'on doit faire, en fait, pour que ça aille. Hier, je suis allée sur un site internet pour voir un peu des chiffres actuels, en fait, et ils parlent de maladie. Ils utilisent le terme maladie, chose qu'il y a 6 ans, je ne trouvais pas, liée au syndrome polycystique ovarien, en tout cas. Et c'est vrai que l'endométriose, par exemple, est de plus en plus... Enfin, on en entend beaucoup parler maintenant, mais il y a 10 ans, c'était pas le cas. Et le SOPK, c'est pareil aujourd'hui. Il y a 6 ans, on n'entendait pas du tout parler, et aujourd'hui, un peu plus. Mais c'est vrai que dans ma recherche d'informations, je me suis tournée aussi vers ma famille, et je me suis rendu compte que j'avais une cousine et ma sœur qui étaient atteintes aussi d'un SOPK. Donc, en fin de compte, on n'est pas seul. On n'est pas seul et on est nombreux. En plus, si on en a dans la famille, c'est possible aussi il y a de fortes chances aussi qu'on soit atteint parce que malgré tout, c'est pas génétique, mais malgré tout, tout ce qui est hormonal, ça se suit. Et je sais aussi que ma grand-mère avait beaucoup de problèmes de santé de ce côté-là. Et donc, en fin de compte, il y a quand même quelque chose qui se suit, même si tout ce qui est hormonal, les conséquences sont beaucoup liées à tout ce qui est pollution, mauvaise alimentation, enfin tout ce qu'on a vécu, ont vécu plutôt nos parents et nos grands-parents sur le passé, qui a un impact aujourd'hui sur notre santé. Alors pour moi, j'avais 2 messages en fait à faire passer via ce témoignage pour les couples, qui ont des difficultés à avoir des enfants ou qui apprennent, qui ont des maladies dans ce style-là, parce qu'il n'y a pas que celle-là. Le premier, c'est de s'informer en fait. C'est vraiment de s'informer et de voir quelles sont les conséquences que ça peut avoir pour justement derrière pallier à ça et trouver un chemin annexe en fait à la fertilité par exemple, si c'est l'objectif. Parce que moi, j'ai souffert du manque d'information, du manque d'honnêteté et de transparence des médecins. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi à leur dire « j'ai besoin de savoir ». J'ai besoin de savoir et dites-moi, c'est pas grave. Je préfère savoir que de ne pas savoir. Discuter avec des personnes qui ont vécu ça et qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir passer le cap. Et le deuxième message, c'est de lâcher prise, de réussir à lâcher prise. Alors c'est un grand mot qu'on entend énormément partout, surtout ces dernières années, mais vraiment, c'est une des clés. Alors je ne dis pas que c'est la seule, mais c'est une des clés. C'est une des clés parce que le jour où on lâche prise, en fait, notre corps, il est équilibré. Nos hormones, c'est scientifique, en fin de compte, nos hormones sont équilibrées parce que le stress, l'angoisse, ça provoque un dérèglement hormonal. Notamment quand on est enceinte, on nous dit justement pour l'accouchement, détends-toi, souffle, parce que plus tu seras détendu, plus tu souffleras, plus tu auras des pensées positives, plus tu développeras d'ocytocine. Et l'ocytocine est l'hormone du bien-être. Et du coup, notre corps, il est enclin hormonalement à faire sa boucle naturelle. Donc, le fait de lâcher prise, donc d'être moins stressé, de moins angoissé, donc par exemple prendre soin de soi ou faire des projets, même si c'est des plans sur la comète, de faire des projets, c'est pas grave, même s'ils ne se réalisent pas, mais vraiment de passer à autre chose, d'essayer du moins de passer à autre chose et de vivre en fait. De vivre sa vie en ayant ça comme objectif quand même, mais de vivre sa vie sans que ça pollue le quotidien. Sans que
On est une prise de température matin et soir qui est très lourde en fin de compte. En plus, on se dit là j'ai la température, allez c'est le bon moment, il faut faire l'amour. Mais ça marche pas comme ça non plus. Au final, faire un bébé c'est l'union de deux personnes, l'union d'un amour. Enfin moi je le vois comme ça, je suis un peu fleur bleue, mais c'est l'union de deux amours. Donc s'il y a pas ça, c'est normal que ça marche pas en fait. Donc de lâcher prise, de vivre et de s'aimer, quoi. J'ai beau être atteinte d'un SOPK, j'ai quand même 2 enfants. C'est pas pour tout le monde pareil, c'est sûr. On n'est pas tous le même degré d'intensité de maladie, malheureusement. Mais le mien, par chance, est limité. Donc j'ai ces 2 enfants et je suis heureuse parce qu'on a pu fonder notre famille. Mais plus on prend soin de soi et en ayant une hygiène de vie saine, en faisant du sport par exemple aussi un petit peu, ça aide, et en laissant les choses se faire toutes seules, notre système hormonal il est équilibré et du coup il est enclin à faire ce qu'il sait faire. Je pense avoir dit avoir passé le message que je voulais passer et je voulais remercier Parents Inspirants pour ça parce que quand j'ai entendu et que j'ai vu qu'on pouvait faire ça, je me suis dit ça y est, c'est le moment. Donc merci pour ça et j'espère que ça servira surtout, que ça aidera des couples et des femmes à vivre pleinement leur envie d'avoir des enfants. Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre des étoiles et des commentaires. Merci d'avance pour votre soutien. Et si vous aussi, vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact@parents-inspirants.com. Nous avons hâte de vous lire. Ce podcast est produit par berceaumagique.com, le site coup de cœur pour tous les cadeaux de bébé. À très vite pour un prochain épisode.